Bonjour, donc moi je suis avocate, je vais faire beaucoup moins de théorie et un peu plus de pratique. Donc moi on m'a demandé d'intervenir sur le contentieux ordinaire de l'état d'urgence. Donc je vais vous parler un peu de la façon dont les différents juges ont géré les mesures qui ont été prises dans le cadre de l'état d'urgence pendant à peu près 2 ans. Et je vais donc m'employer à critiquer absolument tous les ordres de juridiction, que ce soit le juge administratif, le juge judiciaire ou encore le juge constitutionnel. Voilà, donc comme ça a été brièvement rappelé tout à l'heure par Vanessa, à l'origine, avec la loi relative à l'état d'urgence, dans sa version de 55, elle prévoyait que toutes les mesures qui seraient prises dans le cadre de l'état d'urgence seraient susceptibles de recours devant une commission départementale ad hoc, donc devant pas les tribunaux du droit commun. Finalement, on a décidé de confier le contentieux des mesures qui sont prises dans le cadre de l'état d'urgence au juge administratif. Et selon l'Assemblée nationale, cela traduit donc la confiance du législateur dans les juridictions de droit commun. Jean-Marc Sauvé, qui est vice-président du Conseil d'État, s'est félicité du travail qui avait été fait par les juridictions administratives sur les mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence, en soulignant que 20 à 30% des décisions, des mesures qui avaient été prises, notamment les perquisitions et les assignations à résidence, avaient été censurées par le juge administratif, ce qui témoignait donc vraiment un véritable contrôle de la part du juge administratif sur les mesures prises par le gouvernement. Nous avons des chiffres quelque peu différents. On pense en réalité qu'il faisait référence à un pourcentage de mesures censurées par rapport à celles qui ont été en fait soumises à son contrôle, puisqu'il faut savoir qu'il y a plus de 6000 mesures qui ont été prises dans le cadre de l'état d'urgence et que seulement quelques centaines ont été déférées à la censure du juge administratif. Donc 20% de 4%, ça fait plus grand-chose. Voilà, donc sachant aussi que il faut savoir que sur la totalité des mesures qui ont été prises sous état d'urgence, je crois qu'il y a à peu près 0,2% des mesures qui ont abouti à des ouvertures de procédures judiciaires pour terrorisme à l'encontre des personnes qui étaient visées par ces mesures. Donc la question du contentieux, donc du recours contre les mesures qui ont été prises contre l'état d'urgence, elle est un peu difficile à aborder, puisqu'il faut préciser certains éléments en amont et notamment expliquer pourquoi il y a si peu de mesures qui ont pu être contestées dans le cadre de l'état d'urgence. La première chose à savoir, c'est que les mesures, elles ont généralement été notifiées aux personnes très rapidement avant leur prise d'effet. Alors par exemple tout ce qui est pour les interdictions de séjour, qu'on a aussi appelé avec mon confrère Raphaël Kempf, qui n'est pas là, mais interdiction de manifester, qui avait été prise à l'encontre des manifestants pendant la loi travail. En général, elles ont été notifiées entre 2h et 6h du matin, la veille des manifestations, ce qui faisait que la contestation était relativement difficile. Ensuite de ça, toutes les mesures de perquisition qui ont été prises, bien évidemment, elles n'ont pas été notifiées aux personnes avant les perquisitions, puisque sinon elles auraient été privées d'effet. Dans le cadre des assignations à résidence, le juge administratif, à qui donc on a confié le contrôle de ces mesures, a refusé que puisse avoir lieu une procédure contradictoire au moment de la délivrance de l'assignation à résidence. Ce que ça veut dire, c'est que normalement, dans toutes les mesures qui sont prises, donc notamment les mesures administratives qui sont prises et qui vous portent un préjudice en quelque sorte, enfin qui sont des mesures un peu répressives, on vous fait part de la mesure, par exemple une sanction, ou là, comme on aurait pu l'espérer dans le cadre d'une assignation à résidence, on vous fait part de la mesure qui est envisagée, et on vous propose en fait de venir expliquer pourquoi est-ce que vous pensez que non, vous ne devriez pas être assigné à résidence, que vous n'êtes pas un danger pour la société. Et là, donc le juge administratif a refusé que la procédure contradictoire puisse avoir lieu en expliquant qu'on était dans l'urgence. Moi, j'estime que quand on est assigné à résidence pendant près d'1 an et demi avec des renouvellements tous les 3 mois, on n'est plus vraiment dans l'urgence et il y a un moment où on pourrait envisager d'avoir une procédure contradictoire. Alors, ce qui est aussi marrant avec cet argument qui a été invoqué par le juge administratif de dire que
il y avait une urgence à délivrer les mesures de l'état d'urgence, qui empêchaient l'un contradictoire. C'est que dans un premier temps, le juge administratif a refusé d'examiner les référés libertés qui ont été introduits contre les mesures de l'état d'urgence, justement en disant qu'il n'y avait pas d'urgence. Alors c'est un peu compliqué ce que je viens de dire, je vais essayer de le répéter. Donc en droit administratif, quand il y a une décision qui vous est délivrée, notamment dans le cadre de l'état d'urgence, vous avez la possibilité de faire un référé liberté qui doit donc être examiné dans les 48 heures. Donc vous avez une décision, une audience et une décision sous 48 heures. Et donc des gens qui s'étaient fait délivrer des assignations à résidence ont contesté, ont d'abord pris attache avec un avocat, et ensuite sont venus contester devant un juge administratif en référé liberté les mesures d'assignation à résidence. Et là, le juge administratif leur a dit « Ah ben non, là, il n'y a pas d'urgence à ce qu'on se prononce sous 48 heures. Ça fait déjà quelques jours, quelques semaines que vous êtes assigné à résidence, vous vous réveillez seulement maintenant. Et de toute façon, ça va courir encore longtemps, donc il n'y a pas suffisamment d'urgence pour statuer directement. Alors heureusement, là, le Conseil d'État a été pour une fois un petit peu vaillant et a établi une présomption d'urgence, donc qui permettait ensuite de contester à chaque fois sous la forme de référé les mesures qui étaient prises dans le cadre de l'assignation à résidence. Le juge administratif, dans sa couardise, est allé encore un peu plus loin. Et notamment lorsqu'il a été donc saisi de la légalité des mesures qui étaient prises dans le cadre de l'état d'urgence, qui étaient majoritairement fondées sur les fameuses notes blanches qui ont été évoquées précédemment. Alors les notes blanches, pour ceux qui ne le savent toujours pas, alors qu'on l'a répété, on le répète à chaque fois, sont donc des documents qui ne sont pas datés, sur lesquels il n'y a aucune indication sur la provenance, et on ne sait pas non plus d'où vient l'information. Donc en gros, ce sont des feuilles blanches, en général de format A4, sur lesquelles figurent pas mal d'informations qui sont prétendues établir la dangerosité de l'individu qui est concerné. Alors ces notes blanches, initialement, le Conseil d'État avait posé une petite limite en expliquant qu'il ne pouvait être raisonnablement attendu que l'assigné à résidence apporte la preuve difficile à établir du caractère inexact de certains faits qui lui sont imputés. À la lecture de cette décision, on se dit « Ah bon, d'accord, donc il faut que les éléments qui figurent dans la note blanche puissent quand même être contestés par la personne qui est visée par cette note blanche ». On s'est rendu compte au fur et à mesure des contentieux que c'était absolument pas le cas et que les mentions qui figuraient dans les notes blanches étaient en fait leur caractère erroné était absolument impossible à établir. Je vais vous citer un petit exemple qui concernait le tribunal administratif de Rennes, où une jeune femme avait été interdite de séjour et donc de manifester sur le territoire de la ville de Rennes, au motif qu'elle avait été vue grimée au cours d'une précédente manifestation. Donc pour rapporter la preuve qu'elle n'avait pas été grimée au cours d'une précédente manifestation, il aurait fallu avoir une vidéo d'elle à visage découvert à partir du moment où elle partait de chez elle jusqu'à la fin de la manifestation, ce qui est absolument impossible à démontrer. Ensuite, les notes blanches, elles sont très très pratiques puisque elles permettent par une petite accumulation d'éléments de faire de vous vraiment quelqu'un de hautement dangereux. J'ai l'exemple aussi d'un couple d'assignés à résidence que j'ai défendu, qui résidait dans le nord de la France. Et quand j'ai découvert pour la première fois leurs notes blanches, je savais vraiment plus où me mettre puisque c'était donc une liste assez fascinante d'actions de la vie quotidienne. Alors, on avait reproché à ce couple-là, notamment, enfin au monsieur, donc d'avoir fait du paintball en forêt. Donc, le paintball en forêt, quand vous avez dans vos contacts éloignés quelqu'un qui est parti en Syrie, sachez qu'en fait, c'est l'équivalent de l'entraînement au combat armé. Hein. L'utilisation de WhatsApp et de toutes les messageries cryptées, c'est un indice flagrant de votre appartenance à la mouvance terroriste. Alors nous, on a dit évidemment que nous-mêmes, en tant qu'avocats, il faudrait qu'on commence à être suspectés parce que on utilise nous-mêmes des messageries cryptées.
Figurait aussi sur cette note blanche le fait donc de ne pas avoir supprimé des SMS qui avaient été reçus. Donc ces personnes-là avaient reçu des messages de la part de connaissances qui, comment dire, ne condamnaient pas avec fermeté et parlaient avec légèreté des attentats. Donc un des éléments à charge qui était reproché et qui figurait dans la note blanche, c'était non pas d'avoir envoyé de tels messages, mais de ne pas avoir supprimé les messages reçus en ce sens. Alors un voisin avait aussi contacté les services de police pour leur indiquer que le couple avait brûlé des petits objets en plastique sur son balcon. Donc là, le barbecue est devenu aussi un indice de dangerosité. Le fait de changer de voiture leur a aussi été reproché, puisque c'était évidemment une volonté de se dissimuler et de se cacher. Donc ça sur les notes blanches et la difficulté à prouver que tous les éléments qui figurent à l'intérieur sont erronés. Je vais encore critiquer le juge administratif dans la validation qu'il a faite donc du détournement de l'état d'urgence. Donc l'état d'urgence à la base a été mis en place en 2015 à cause de la menace terroriste, mais très rapidement, il a été utilisé à l'encontre de manifestants écologiques, dans le cadre de la COP 21, mais également pour des supporters de foot en Corse. Et ensuite, évidemment, pendant toute la loi travail contre des manifestants. Et alors, l'argument qui a été invoqué par Xavier Domino, qui était donc rapporteur public au Conseil d'État, pour valider le fait qu'on puisse prendre des mesures de l'état d'urgence contre des gens contre qui on n'avait pas de soupçons terroristes, c'était un argument qui est purement économique. C'est un argument de rationalité matérielle, puisqu'il a expliqué que du fait de la menace terroriste, les policiers étaient concentrés sur la lutte donc contre les terroristes, et que du coup ils n'avaient plus le temps, enfin ils ne pouvaient plus perdre de temps à surveiller d'autres personnes, et que la mobilisation des forces de maintien de l'ordre ne pouvait pas être placée dans autre chose que la menace contre le terrorisme. Donc les policiers étant tous occupés à traquer les dangereux terroristes, on ne pouvait plus les mettre en manifestation pour interpeller d'éventuels éléments subversifs, merci. Donc, il valait mieux interdire de manifester ces gens-là de manière préalable. Alors, ensuite, je finis un peu rapidement sur le juge administratif, et je vais tenter d'expliquer pourquoi, à mon sens, il a été aussi frileux et peureux à censurer les mesures qui ont été prises dans le cadre de l'état d'urgence. C'est qu'à mon avis, c'est mon opinion strictement personnelle, je pense que le juge administratif, il n'a absolument pas l'habitude d'avoir une telle responsabilité sur ses épaules. Le juge judiciaire, donc le juge pénal, le juge correctionnel, lorsque il a entre ses mains le fait de savoir s'il doit mettre quelqu'un en prison ou pas, il assume en fait la responsabilité qui va s'en suivre. Le juge correctionnel, s'il libère quelqu'un et que le lendemain il commet un crime ou un délit, en fait ça fait partie de son office. C'est un risque dont il a conscience, puisque c'est dans son office de faire ça. Le juge administratif, quand on lui a confié le contentieux de l'état d'urgence, il s'est retrouvé dans une position où c'était à lui de dire si finalement une personne était dangereuse ou pas. Et pour lever les assignations à résidence, ils étaient complètement angoissés à l'idée donc de dédire en fait le gouvernement et de dire non, vous vous êtes peut-être trompé, cette personne n'est pas si dangereuse que ça, c'est pas un terroriste, vous pouvez faire lever, on peut lever son assignation à résidence avec la crainte que finalement cette personne parte en Syrie ou commette un attentat, et que du coup ça se retrouve sur les frêles épaules du juge administratif. Cette position, je la tiens également donc d'une réunion qui avait eu lieu entre les différents présidents des tribunaux administratifs et cours administratifs d'appel au Conseil d'État en janvier 2016, où j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu accès à cette vidéo
qui était uniquement diffusé dans les réseaux du Conseil d'État, et où les présidents des tribunaux administratifs et cours administratifs d'appel ont avoué leur difficulté à se saisir de ces mesures-là et à censurer les assignations à résidence. Et alors, ils ont révélé au cours de cette réunion des éléments que je trouvais très intéressants, puisqu'ils ont concédé le fait que les préfectures tentaient de communiquer des notes blanches hors contradictoire. Ça veut dire que normalement, la note blanche, elle est communiquée à la personne qui fait l'objet de l'assignation à résidence. Mais que là, les préfectures envoyaient en parallèle des notes blanches aux juges administratifs en leur disant « Oui, alors on sait bien qu'avec les éléments que vous avez dans le dossier, ça peut vous paraître un peu léger pour assigner à résidence, mais regardez, en fait, on a encore tout ça sous le coude qu'on n'a pas communiqué, et donc vous voyez bien que ce serait mieux de maintenir l'assignation à résidence. » Donc il y a, je le reconnais, certains présidents de tribunaux administratifs et cours administratifs d'appel ont dénoncé cette pratique et ont à chaque fois renvoyé les notes blanches à la préfecture en disant mais non, vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est hors contradictoire. D'autres présidents de cours administratifs d'appel étaient un peu moins critiques sur cette pratique. On a aussi des présidents de tribunaux administratifs qui ont eux-mêmes contacté des services de police lorsqu'ils ont constaté des violations d'assignation à résidence. Donc il y avait un monsieur qui était assigné à résidence à Bagnolet, il me semble, et donc il venait tous les jours au tribunal administratif de Montreuil pour savoir où en était son contentieux, et donc le président a contacté les services de police donc pour leur expliquer que le monsieur ne respectait pas son assignation à résidence, ce qui lui a probablement valu un petit procès devant le juge pénal. Donc c'est pour ça que je n'ai pas du tout regardé l'heure par contre. C'est bon. Ok, donc j'embraye sur 4 minutes, je vais faire vite. Donc j'embraye sur le juge judiciaire qui donc est quant à lui saisi en cas de violation de la mesure de l'état d'urgence. Donc vous avez votre assignation à résidence ou votre interdiction de manifester, ou on va déjà prendre ça comme exemple. Et si vous ne la respectez pas, dans ce cas-là, vous pouvez être déféré donc devant un tribunal correctionnel qui va donc pouvoir vous condamner jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende, il me semble, pour avoir violé votre assignation à résidence. Et alors là, c'est parfait, puisque donc la boucle, elle s'auto-alimente elle-même, puisque à la base, vous êtes placé sous assignation à résidence pour des éléments qui figurent dans la note blanche, puis finalement, vous arrivez un jour en retard à votre pointage. Du coup, vous êtes placé en garde à vue, vous passez devant le juge correctionnel, vous prenez 1 mois de prison ferme, vous sortez de votre mois de prison ferme, et là, le gouvernement revient, validé ensuite par le juge administratif, et dit « Ah bah voilà, ça c'est un nouvel élément de preuve que vous êtes une menace à l'ordre public, puisque vous venez de faire 1 mois de détention pour violation de votre assignation à résidence. » Et donc là, c'est reparti, vous pouvez repartir pour 3 mois d'assignation à résidence. Et alors, ce qui a été fantastique aussi, c'est que si pendant ces 3 nouveaux mois d'assignation à résidence, vous ne faites rien, donc pas d'éléments nouveaux de votre menace, le gouvernement a toujours un petit argument dans sa poche, puisqu'il est venu, donc on a quand même la représentante du ministère de l'Intérieur qui est venue soutenir devant le Conseil d'État, que si ils avaient assigné à résidence des personnes à nouveau, donc pour une nouvelle période de 3 mois, alors même qu'il n'y avait pas d'éléments nouveaux, c'était parce que ces gens-là pratiquaient la technique de la taquilla. Donc en fait, soit vous avez des éléments nouveaux et du coup, vous pouvez avoir une nouvelle assignation à résidence, soit vous n'avez pas d'éléments nouveaux, mais en fait, c'est que vous cachez, vous faites le sous-marin, en fait, la taquilla pendant 3 mois, donc vous vous comportez bien pour que votre assignation à résidence soit levée et que vous puissiez donc de nouveau partir en Syrie ou commettre des attentats. Donc voilà, donc on a une boucle assez pratique qui se forme. Donc je vais conclure sur un dernier point, et c'est sur une critique implicite aux magistrats de l'ordre judiciaire qui ne se sont pas plus
énervé en fait contre les juges administratifs qui, pour moi, ont fait un véritable désaveu de leur travail. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a énormément de gens qui ont fait l'objet je sais pas moi, de garde à vue ou de mise en examen pour terrorisme devant le juge judiciaire, qui finalement ont été relâchés ou ont eu des contrôles judiciaires assez légers, où donc le juge judiciaire a considéré que la menace elle n'était pas réellement établie et que ces gens-là pouvaient très bien être relâchés ou avoir un contrôle judiciaire avec un pointage hebdomadaire, et où derrière le gouvernement, validé ensuite par le juge administratif, sont eux venus assigner ces personnes-là à résidence alors même que le juge judiciaire avait considéré que c'était pas utile, ou sont venus rajouter des pointages. Alors la personne est par exemple sous contrôle judiciaire avec un pointage par semaine, et vous avez le juge administratif qui vient valider deux pointages par jour, au prétexte que ce n'est pas parce que vous ne représentez pas une dangerosité pour le juge judiciaire que en fait vous ne représentez pas quand même une menace à l'ordre public. Ce que ça implique, tout ça, c'est que l'administration et donc le juge administratif disposent désormais en fait du curseur de la menace, et que c'est donc eux qui peuvent venir établir qui représente un danger et qui ne représente pas de danger, au-delà du contrôle qui est fait par la procédure pénale. Et ça risque de poser encore des difficultés, même dans le cadre de la nouvelle loi qui a été adoptée en octobre 2017 ? Octobre 2017, pardon. Puisque, comme on vous l'a dit précédemment, des assignations à résidence vont être possibles pour tous les gens suspectés donc d'appartenir, enfin de faire partie de la menace terroriste. Sauf que là, à nouveau, on peut légitimement penser que l'administration ne va pas définir la menace terroriste comme c'est fait par le juge judiciaire, et qui pourra donc faire entrer de plus en plus de gens dans cette définition-là. Et l'exemple qu'on a pu citer par le passé, c'est que dans l'affaire Tarnac, les personnes ont été mises en examen pendant 8 ans pour terrorisme, et après la qualification a été levée. Mais sous le régime de cette nouvelle loi qui a été votée récemment, on pourrait très bien s'imaginer que malgré la disqualification judiciaire, l'administration continue à considérer que ces gens-là sont des terroristes et qu'elles prennent donc le relais, et on aurait donc pu s'imaginer que ces personnes-là continuent à être assignées à résidence pendant encore de longues semaines ou de longs mois. Voilà, merci.